Alors, en fait, c'est vrai que les jeunes gays n'ont pas de modèle, en fait, ils n'ont pas de script sexuel ou sentimental, et donc c'est à eux d'inventer, en quelque sorte, d'inventer leur propre modèle. En général, dans un premier temps, en rupture avec ce qu'ils ont pu apprendre, soit dans la société, soit dans leur famille. Euh, et notamment, ils apprennent par le biais d'une socialisation entre pairs, mais au sein, alors communauté c'est certainement pas le bon mot, mais au sein d'un monde gay, d'un milieu gay, hein, qui existe hein, déjà, qui existe, je l'avais montré dans l'ouvrage précédent, mais qui existe dès la belle époque à Paris. Alors malgré tout, on retrouve quand même effectivement des choses du modèle hétérosexuel, on les retrouve même s'il y a plus de liberté, hein, je pense dans les pratiques, j'essaie de le montrer notamment sur la question de la drague, voilà, on se croise dans la rue, il n'y a pas forcément des lieux de drague spécifiques, on se croise dans la rue, on se fait un sourire et puis on part coucher ensemble, hein, donc il y a une très grande liberté quand même dans les pratiques sexuelles, des fois un simple sourire suffit et sans être forcément dans un lieu de drague spécifiquement gay, même s'il y en a énormément déjà à l'époque à Paris. Cela étant, on retrouve dans les écrits des garçons, dans les archives que j'ai consultées, on retrouve des garçons qui, par exemple, on leur pose la question « Que penses-tu des filles ?» et vont finalement répondre bah, « Moi, les filles, la question ne se pose pas », donc en affirmant qu'ils sont gays, que c'est leur identité, c'est leur pratique, mais par contre, je vais vous parler de mon petit ami. Et puis là, ils se mettent à parler des questions de fidélité, notamment, que voilà, ils ont été trompés parfois, alors, je cite certains exemples, hein, mais parfois ils ont été trompés, que pour eux c'est très important la fidélité, donc il y a aussi comme ça, alors pas tous, hein, et puis ça dépend aussi de l'âge, ça dépend finalement, c'est une sorte de contrat hein, entre deux individus, de dire voilà, à un moment donné, bon là on est libre ou là on n'est pas libre. Donc il y a un peu les deux modèles qui se... Je montre aussi des couples, d'ailleurs des couples qui ne sont pas toujours un peu dans l'idée qu'on peut se faire de l'homosexualité des années 60, un jeune et un vieux en quelque sorte. On retrouve des fois aussi deux adolescents qui sont en couple, et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est pas forcément une idée à laquelle, en tout cas moi je pouvais m'attendre pour les années 60. Bon, alors il y a toujours le modèle qu'on pourrait qualifier d'antique avec en quelque sorte le père et puis le fils, même si voilà, de manière symbolique, mais c'est pas forcément, voilà, il y a plusieurs modèles qui cohabitent, mais cela étant, la fidélité est quelque chose qui chez certains est en tout cas valorisé et ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui, hein, donc avec l'idée que, je crois que cette idée de fidélité est aussi liée au fait qu'on choisit son conjoint, hein, de plus en plus, l'idée du mariage d'amour, l'idée du flirt, on choisit finalement la personne avec qui on va flirter, la personne qu'on va draguer, la personne avec qui on souhaiterait soit passer un moment éphémère, soit un peu plus, qui dure un peu plus longtemps, et donc en contrepartie, il faut évidemment que les deux s'engagent voilà, dans quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, quoi. Donc cette fidélité, elle est valorisée énormément. Alors, elle est valorisée beaucoup par les garçons hétérosexuels. Les filles, en général, sont beaucoup plus souples vis-à-vis des garçons qui sont plus volages, parce qu'il y a cette idée que, voilà, il y a une essentialisation des pulsions sexuelles des garçons. Donc les garçons ne pourraient pas se réprimer, ne pourraient pas réprimer en quelque sorte leurs pulsions sexuelles. Donc du coup, les filles sont plus souples, mais du côté des garçons, qu'ils soient gays ou hétéros, il y a une sorte d'exigence de fidélité quand même. Voilà. En tout cas, c'est un minimum qu'on attend en général, quel que soit le partenaire en face. Alors, il y a un biais quand même dans ces archives, c'est-à-dire qu'on a en réalité pas l'équivalent pour les filles. En tout cas, pas tout à fait l'équivalent pour les filles qui sont placées chez les sœurs. Donc on a la parole des garçons sur ce que eux considèrent être le couple, ou leur idée du couple, leur image du couple, un peu idéalisée. Bon, ça va avec l'image idéalisée des filles. Bon, alors quand je dis idéalisée, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un conflit entre la manière dont ils rêvent les filles et la manière dont ils les voient réellement. Hein. Et donc, ce qui est intéressant dans ces archives, c'est notamment... il y a une question dans les années 60 que les éducateurs posent à ces garçons, c'est que penses-tu des filles? Alors là, ils se lâchent complètement. Et on a l'impression de lire des choses de 2015. Hein. C'est vraiment assez hallucinant. Et donc les garçons renvoient toujours les filles, en tout cas les filles qu'ils fantasment, du côté voilà, de la sphère domestique, de la sphère maternelle. Donc ils rêvent d'une jeune fille qui, à la fois, qui serait la future mère de leurs enfants, qui resterait au foyer pour leur faire le petit déjeuner le matin avant de partir au travail, qui le soir ils arriveraient, ils mettraient les pieds sous la table et puis le repas serait servi. Mais en même temps, et ça c'est quelque chose qui est assez typique des années 60,
les garçons renvoient beaucoup du côté de la sexualité. Ils veulent aussi, certains le disent de manière très crue, hein, je les cite dans mon livre, ils veulent en clair une salope. Il y en a qui écrivent ça, ils veulent une fille qui a une salope qu'avec eux, bien sûr, parce que la question de la fidélité est extrêmement importante pour ces... Enfin, en tout cas, il y a une exigence de la part des garçons vis-à-vis des filles en termes de fidélité. Et donc ça, voilà, c'est assez conformiste en réalité. Hein. Leurs exigences sont, en tout cas, leurs rêves. Alors évidemment, la confrontation avec la réalité est toujours difficile, donc du coup, il y a une déception, et ils le disent également dans leurs écrits, mais grosso modo, je pense que c'est des choses qu'on retrouvait avant et qu'on retrouve encore aujourd'hui, cette idéalisation du couple. Voilà. Et on le retrouve aussi dans les dessins des garçons, c'est-à-dire quand on demande de dessiner finalement c'est quoi la famille par exemple, c'est extrêmement classique, hein. Ils rêvent voilà, d'avoir une femme qui reste au foyer avec un petit garçon et une petite fille, voilà. Bon, c'est vraiment extrêmement stéréotypé dans leur réponse. Hein. Même si les pratiques qu'ils peuvent avoir par ailleurs, et notamment avant le mariage, sont des pratiques extrêmement libres, hein, du point de vue des garçons bien sûr, c'est-à-dire qu'eux se laissent beaucoup de liberté. Il y a l'idée, chez les garçons au tournant des années 50 et au cours des années 60 et après, qu'il faut profiter de sa jeunesse. Et qu'il y a finalement un modèle comme ça de virilité juvénile qui est une virilité juvénile volage. On va profiter au maximum de sa jeunesse, on va papillonner, on se permet tout un tas de pratiques. Et puis après, il y a le mariage hein, qui arrive à un certain âge, en général après le service militaire. Donc c'est après finalement... c'est des garçons sur lesquels je n'ai pas travaillé puisque les sources s'arrêtent à peu près à 18-19 ans, mais c'est à peu près leur vision des choses. Et puis ensuite on s'installe, et ensuite en théorie on est fidèle, et ensuite on a des enfants. Voilà. Donc, et puis on arrive là vers une virilité qui est plus apaisée, plus paternelle. Donc il y a cette opposition dans les deux modèles qu'on peut voir, avec cette idée qu'il faut vraiment profiter de sa jeunesse du point de vue des garçons. Alors, du côté des filles, la beauté est quelque chose qui a toujours existé, comme relevant en quelque sorte de l'essence féminine, de la nature féminine. Du côté des garçons, ça relève plus d'un travail des apparences qui est lié à un besoin de séduction. Hein, c'est-à-dire que, et on le voit, c'est lié à ta question sur la première fois, il y a un passage dans les années 50-60 de la première fois, souvent avec des prostituées, à une première fois avec des jeunes filles du même âge. Donc il y a un devoir de séduction en quelque sorte qui s'impose aux garçons, mais on considère que ça ne fait pas partie de leur nature. C'est en quelque sorte un devoir social hein, que la société ou que les garçons vont s'imposer. Et ils s'alimentent entre pairs à ce niveau-là, et notamment la question de la coiffure extrêmement importante. Les garçons prennent extrêmement soin de leur coiffure, sans que ce soit considéré, même si bon, certains adultes, certains éducateurs vont se dire voilà c'est un peu étrange, là il en fait trop. Par exemple les garçons qui font des colorations, des choses comme ça renvoie du côté de l'homosexualité, mais un garçon qui se coiffe à la Johnny Hallyday par exemple, voilà, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est socialement accepté à l'époque. Donc il y a une certaine limite entre finalement la beauté masculine acceptable et puis une coquetterie qui serait trop poussée, une préciosité qui serait plus acceptée, qui renverrait du côté de l'homosexualité. Hein. Disons que pour les garçons, c'est un des rites de passage essentiels. C'est-à-dire que les garçons sont très obsédés. Bon, les filles ont les règles, par exemple. Les garçons, je travaille sur la question de la masturbation. C'est un événement qui n'est pas un événement public, pas tellement partageable, mis à part avec quelques camarades. Donc cette question de la première fois, elle est essentielle pour les garçons pour passer en quelque sorte de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge d'homme, quoi, pour devenir un homme vrai. Et donc ça se fait souvent dans un cadre qui est, en tout cas dans les classes populaires, il faudrait voir du côté des classes dominantes, mais qui se fait souvent dans un cadre collectif, c'est-à-dire que les pairs, les pairs IRS, sont en sorte de jury pour valider la virilité de leurs camarades. Et donc ces premières fois ne sont pas véritablement, pour les filles en tout cas, des moments extraordinaires, puisque les jeunes filles peuvent être travaillées dans un quartier par exemple, travailler leur réputation par les garçons en tant que filles faciles, et finalement, ces jeunes filles sont en quelque sorte offertes au groupe de garçons, hein, qui considèrent que voilà, cette fille à qui on a fait une mauvaise réputation, c'est une fille facile, donc tout le monde peut coucher avec, même sans lui demander son avis. Et donc un certain nombre de premières fois, c'est difficile évidemment à quantifier, hein, mais un certain nombre de premières fois, pour les garçons et pour certaines jeunes filles, ont lieu dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans ce qui est en clair un viol collectif, un viol en réunion, sans que la justice évidemment ne considère les choses comme telles. Hein. Donc les garçons à Savigny, au centre d'observation publique de l'éducation surveillée, ne sont pas placés dans ce cadre-là. Hein.
mais on le retrouve dans leur dossier. Donc ça, évidemment, je repense à une citation d'un garçon qui dit, par exemple, il est questionné par l'éducateur, et il dit, voilà, j'ai connu ma première fois avec telle jeune fille, on était en groupe, et puis finalement il se reprend, il dit, ah non, j'ai déjà tiré un coup l'an dernier, voilà, bon, pour te dire à quel point c'est pas un moment, c'est cette première fois, même si c'est important évidemment du point de vue de la construction identitaire des garçons, mais c'est pas ce moment qui est idéalisé, ce moment sublimé de la première fois où on va partager quelque chose. On est un peu plutôt dans, voilà, dans se prouver qu'on est un homme, hein, se prouver. C'est difficile de donner une date précise, mais on le retrouve dès le début de mes archives, c'est-à-dire dès les années 40. Hein, donc, après, peut-être qu'il y a des choses, s'il y avait des archives équivalentes, peut-être qu'on trouverait des choses de ce type dès les années 30. Hein, voilà, c'est difficile à dire. Hein, mais voilà, dès 45, 46, 47, on retrouve ce type de récit avec voilà, le groupe de garçons qui vont, voilà, bon, 45, 46, ils vont draguer au bal. Dans les années 60, ça se passe plutôt dans les surprises parties. Bon, le décor change, mais la mentalité ne change pas beaucoup. Hein, donc. Alors, ce qui se passe, c'est que je crois que ce qui traverse mon livre aussi, c'est la question de l'éducation, de la socialisation différenciée de genre, c'est-à-dire entre les filles et les garçons. Les filles sont quand même, c'est très probablement encore le cas aujourd'hui, éduquées, socialisées à attendre le prince charmant. Or, le prince charmant, il est charmant qu'en apparence. C'est-à-dire que les garçons des années 60 sont un peu plus propres, bien soignés. Mais en réalité, effectivement, quand tu parles d'ensauvagement, c'est ça. C'est-à-dire que le baiser, c'est une stratégie des garçons pour amorcer le flirt. Alors les filles se disent le flirt, donc ensuite peut-être une entrée en conjugalité, éventuellement un garçon avec qui je vais me marier. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, il n'y a pas de dissociation chez la plupart des jeunes filles dans leur tête entre voilà, ce garçon, il me plaît, donc je vais tomber amoureuse, donc je vais l'épouser, etc. Du côté des garçons, c'est une ruse. C'est-à-dire que les garçons, le flirt, c'est un moyen souvent, tout en faisant croire, voilà, si jamais je te mets enceinte, je vais t'épouser, t'inquiète pas, on va être ensemble, et en fait, rien du tout. Hein, c'est juste, comme ils le disent eux-mêmes, pour tirer un coup, souvent. Alors, pas toujours. Je finis mon livre sur une note un peu plus positive, c'est-à-dire sur la question de l'amour, c'est-à-dire les garçons, il y a l'émergence de la figure du garçon amoureux qui dit, même s'il est critiqué par ses camarades, mais qui dit de plus en plus ses sentiments, qui les annonce, qui est capable de le dire à une jeune fille, capable de le dire publiquement aussi, mais c'est quand même relativement rare, et c'est socialement pas encouragé en tout cas. Donc voilà, il y a toujours une sorte de malentendu quand même, mais qui est un malentendu que certains qualifieraient de quasi normal pour que l'hétérosexualité existe, mais il y a ce malentendu entre voilà, ce que les filles attendent et ce que les attendent des filles et des garçons, qui sont quand même pas les mêmes. Et à la fin, on voit bien quand même que c'est toujours les garçons qui gagnent dans le fond, c'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à berner les filles. Bon, il y a un certain nombre de filles dont la parole, j'ai réussi à retrouver la parole dans les années 70, qui sont moins dupes et qui prennent des distances par rapport notamment au groupe de garçons et qui veulent fréquenter les garçons que de manière isolée, jamais en bande de copains et tout ça. Mais voilà, il y a quand même, les filles se font toujours un petit peu avoir quand même hein, dans cette affaire-là. C'est quand même ce qui ressort et que les garçons promettent monts et merveilles et finalement, voilà, souvent c'est uniquement pour avoir une relation sexuelle. Bon, il y en a une par exemple qui dit voilà, une fois qu'il avait couché avec moi, eh ben, j'en ai plus jamais entendu parler, quoi. Voilà, alors que c'était son petit ami depuis plusieurs mois. Et il avait le sentiment qu'il avait déjà attendu beaucoup. Hein, et que voilà, que certains disent on n'est pas venu là pour cueillir des prunes. Quoi. Il y en a un qui dit ça, bon, ça finit en viol puisque les jeunes filles sont absolument pas consentantes. Et les garçons aussi considèrent qu'une jeune fille qui monte en voiture, par exemple, avec un groupe de garçons, plusieurs jeunes filles, ou une jeune fille même qui accepte d'aller au cinéma, c'est que déjà elle souhaite coucher. Bon, donc il y a vraiment quand même un malentendu qui est lié évidemment à l'éducation et à la transmission de ce que les parents transmettent, de ce que les camarades transmettent, ou la famille plus généralement transmet. Donc voilà, il y a un véritable malentendu quand même dans l'éducation, qui à mon avis n'est pas complètement levé aujourd'hui encore.